Camille, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, l'ambiance est sévèrement plombée sur les marchés financiers. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour vendre des actions et trop tôt pour acheter des obligations, finalement, Camille? C'est une très bonne question Vincent. En effet, l'ambiance sur les marchés est plombée, mais ce n'est pas nouveau, hein. On souffre depuis le début de l'année, les rebonds sont très faibles et on se rend compte finalement, a posteriori, qu'il y a une vraie tendance à la baisse qui s'est mise en place dès le début de l'année. Donc pour répondre à votre question, finalement c'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire il faut que l'investisseur se pose des questions sur son horizon d'investissement. Je dirais qu'à moyen long terme, les niveaux qu'on a aujourd'hui sur les marchés sont très intéressants. Voilà. Les actions, c'est comme l'immobilier, on le sait, hein. Si on veut gagner de l'argent, il faut acheter au bon prix. Et aujourd'hui, avec la baisse récente des valorisations, on est sur des niveaux attractifs à moyen terme pour un investisseur qui va porter ses actions sur plusieurs cycles économiques. On est à l'évidence aujourd'hui sur des niveaux intéressants. Oui, mais alors, excusez-moi, avant que vous n'enchaîniez sur les obligations, comment se fait-il qu'en dépit de cet attrait des valorisations, on n'assiste pas à un rebond vigoureux sur les marchés d'actions? C'est un peu la situation habituelle sur les marchés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une analyse économique qui nous conforte dans l'idée qu'on est peut-être dans on va dire un ralentissement économique, mais en aucun cas dans le début d'une récession, donc avec une croissance économique qui, en zone euro, va rester au niveau de 1,5%. Aux États-Unis, peut-être un petit ralentissement l'année prochaine, autour de 2,5%, qui nous sert de boussole pour l'investissement à action, donc l'analyse, j'allais dire, macroéconomique. Et puis finalement, vous pouvez distinguer ça du sentiment de marché à court terme qui est carrément noir, parce que ce que vous dites, c'est que finalement les fondamentaux restent plutôt bons. Même si on observe un ralentissement, il n'y a pas le feu au lac. Un investisseur aujourd'hui qui débarque de Mars et regarde les fondamentaux économiques, avec une croissance de 1,5% en zone euro, quasiment 3% aux États-Unis, il ne comprend pas pourquoi l'Eurostoxx 50 est en baisse de 11% depuis le début de l'année. Alors, est-ce que vous le comprenez vous-même? Je ne suis pas martien, donc je suis sur Terre, donc je comprends, en tout cas, j'ai peut-être plus d'informations que le martien. C'est assez simple aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des incertitudes qui plombent l'atmosphère pour les investisseurs. Ces incertitudes sont, pour faire simple, au nombre de 3, c'est ce que j'appelle les BIC, hein, le risque sur le Brexit, l'Italie et le conflit commercial. Voilà. Sur ces 3 éléments-là, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de visibilité. On a en fonction des jours des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais finalement, si je vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer sur le Brexit? Est-ce que l'Italie, finalement, va rentrer dans les clous? Est-ce que Donald Trump va mettre de l'eau dans son vin? Nul ne le sait. Nul ne le sait. Et de ce point de vue-là, c'est normal que les investisseurs mettent une prime par rapport à cette incertitude. C'est toute la différence entre incertitude et, j'allais dire, et risque. Risque probabilisable sur l'économie et sur la tendance à long terme des actifs. Donc le marché actions n'a fait qu'accroître la prime de risque. Tout à fait. En corrigeant. Exactement. C'est aujourd'hui, encore une fois, les investisseurs, on ne peut pas les blâmer, ne sachant pas ce qui va se passer sur ces 3 éléments qui sont quand même des éléments importants pour, j'allais dire même la pérennité du cycle économique. Parce imaginons un seul moment que la Chine commence à surréagir à ce que fait Donald Trump, que d'autres zones économiques rentrent dans la danse. Derrière, l'impact sur le commerce international sera dramatique. Et on n'en est pas encore là. Bon, tout à fait. On n'est pas encore là. Alors, pour les actions, donc grosso modo, ce que vous nous dites, c'est aujourd'hui on a des valorisations qui, si on les considère avec une perspective de moyen terme, appellent plutôt l'achat. Tout à fait. Quid des obligations? Les obligations, c'est Est-ce qu'il est trop tôt pour y aller? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on vient depuis une dizaine de jours de voir une correction assez forte sur les obligations d'entreprise. Qui s'explique de mon point de vue par des éléments techniques
de fin d'année avec des investisseurs qui sont obligés de nettoyer leur portefeuille, et puis également par un rattrapage, puisque jusqu'à la fin du mois d'octobre, le marché, si je prends le marché à yield européen, était globalement flat, légèrement négatif, alors que les actions étaient à -8. Donc les obligations d'entreprise avaient très bien résisté au mois d'octobre. Donc il y a eu un rattrapage à la baisse, malheureusement, sur le mois de novembre. Et aujourd'hui, quand on regarde les valorisations des marchés obligataires, quand on regarde le rendement offert par les obligations d'entreprise, si je regarde le spectre à yield, on est à 4,5%. Donc on est au plus haut depuis 2016. Et ça aussi, ça devrait motiver l'achat. D'autant plus que a priori, on a des taux de défaut, des taux de faillite qui sont extrêmement faibles en zone euro. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais alors si on est en fin de cycle économique, on peut avoir une augmentation des taux de défaut. Et d'ailleurs, il y a des situations, on le voit ces dernières semaines, sur des noms qui ont fait défaut ou ont des problématiques. Nous, on ne le pense pas. On pense que le cycle économique va ralentir pour des raisons on va dire structurelles, de faible investissement pendant des années, mais on ne pense pas que l'économie européenne, si je focalise mon attention là-dessus, va entrer en récession, ou même va revenir à zéro. Je pense que la croissance potentielle de la zone euro, c'est 1%. On était pratiquement 3% en termes de croissance à la fin de l'année dernière, il y a un an. On est en train de revenir gentiment sur la croissance potentielle. Ça ne veut pas dire que derrière, on va avoir une vague de défauts. On n'y croit pas du tout. Donc, quand vous avez 4,5% de rendement sur le marché obligataire à yield, avec un taux de défaut des entreprises qui se situe autour de 2%, vous avez un rendement net d'environ 3%, qui est très intéressant dans un cadre où les taux sans risque sont négatifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des opportunités sur le marché obligataire d'entreprise. Sous réserve, encore une fois, que nous n'ayons qu'un ralentissement, ce que semblent corroborer pour le moment les données macroéconomiques. Exactement. Néanmoins, on peut se demander en effet si l'inquiétude, ce n'est pas le basculement dans une récession, nonobstant ces bonnes statistiques, enfin ces statistiques plutôt correctes encore, et par le canal américain, parce qu'on a une économie américaine dont tout le monde souligne la longueur exceptionnelle du cycle de croissance qui arrive à son terme. On ne sait pas encore quand on basculera dans la récession, la contraction, mais plus le temps passe, plus on sait qu'on se rapproche de la fin. Et c'est une fin d'ailleurs qui est assez étonnante, puisque grâce aux stimuli budgétaires et fiscaux, Donald Trump fait briller cette croissance de mille feux, ce qui pourrait provoquer peut-être un durcissement malencontreux de la politique monétaire. On sait que la Fed resserre sa politique monétaire, mais elle pourrait peut-être aller un cran plus loin et faire dérailler tout ce cycle. Et c'est peut-être là, finalement, que réside la principale inquiétude du marché. On se dit, finalement, les meilleures histoires ont une fin. Oui, non, Vincent, l'analyse est correcte, le risque est là. Je ne partage pas entièrement cette vue parce que je trouve que les choses ont déjà un petit peu changé sur ce front, notamment sur la politique monétaire. Les autorités monétaires ne sont pas autistes aux États-Unis, elles se rendent compte de ce qui est en train de se passer, notamment sur le marché immobilier. On a vu ces derniers mois et encore hier des données... les chiffres du NAHB ne sont pas bons, enfin l'indice du NAHB qui montre qu'il y a un ralentissement qui commence à être important sur le marché immobilier et qui a relié directement à la hausse des taux hypothécaires aux États-Unis. Donc, oui, un affaiblissement de la demande dû à la hausse des taux. Exactement. Donc, couplé à ça, le sujet du conflit commercial, vous vous rendez compte qu'au niveau des déclarations de la Fed, on commence à un petit peu, alors c'est léger aujourd'hui, mais un peu plus accommodant. Voilà, c'est ça. Donc il y a une réunion en décembre, où normalement ils devraient augmenter leur taux, encore une fois, 25 BP. Voilà, les investisseurs vont être particulièrement attentifs au discours, au timing de ce qu'on peut attendre. Le marché avait été inquiété début octobre par le discours assez agressif, entre guillemets. Possible que le discours soit un petit peu infléchi. Et donc, il ne faudrait pas plus pour
que les taux d'intérêt américains long terme reviennent, peut-être repassent sous les 3%, d'autant plus si, on va dire, la sinistrose sur les marchés financiers continuait. Donc ça va être un élément de soutien au marché, à l'économie américaine l'année prochaine, si les taux ne remontent pas aussi vite que ce qui est attendu. L'autre point, c'est que la grande crainte du marché pour 2019, c'était une politique budgétaire qui soit moins accommodante. Là aussi, sur ce dossier, on a l'impression que les choses sont en train de changer. On a eu les élections de mi-mandat, finalement, qui sont sorties positifs en fait, pour les deux camps, démocrates et républicains. Et quand on écoute les déclarations des démocrates, on a l'impression qu'ils veulent s'entendre avec Donald Trump sur le fameux plan d'infrastructure, ce qui serait un élément favorable pour la poursuite d'un maintien d'un déficit budgétaire au niveau qu'on a eu cette année, et donc ce sera un facteur de soutien à l'économie américaine l'année prochaine. Donc moi, je ne pense pas, alors c'est le consensus que on a atteint un pic de croissance cette année, que on va baisser selon certains. Donc là encore, vous estimez que le marché joue à se faire peur un petit peu avec cette fin de cycle, ce qui se produira, mais vous ne pouvez pas empêcher, c'est le deuxième cycle le plus long de l'histoire aux États-Unis, on ne peut pas empêcher les gens de se dire c'est bientôt terminé. Mais il anticipe, le marché anticipe peut-être prématurément sa fin. Oui, en tout cas, sur 2019, c'est difficile de parler au-delà de 2019, mais sur 2019, les deux craintes qui étaient un policy mix très négatif, finalement, à mon avis, on peut avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là, donc on peut avoir un peu de soulagement. Non, je pense que le sujet pour les États-Unis, il est plus au niveau de la valorisation des valeurs technologiques, parce que si vous faisiez un peu le lien entre est-ce que l'économie américaine ne va pas ralentir, ce qui va induire un ralentissement chez nous alors qu'on n'est pas déjà monté très haut. Bon, je ne suis pas certain. En revanche, sur le parallèle, le lien avec les marchés boursiers, on a l'impression que là, le risque est quand même plus fort d'avoir un marché américain au niveau des technologies qui corrige et qui, alors qu'on a déjà corrigé de 11% en zone euro depuis le début de l'année, nous emmène encore plus bas. Donc, c'est plus au niveau des bourses, j'allais dire, des marchés. La courroie de transmission, ce serait peut-être le marché, finalement. Voilà. Une correction du Nasdaq et des autres indices américains entraînés par les technologiques qui contamineraient l'ensemble de la planète. Malheureusement, je pense que ce risque existe et que tous les investisseurs qui sont rentrés tardivement sur le marché américain du Nasdaq, pour faire large aujourd'hui, pour faire simple, se posent des questions et se disent est-ce que finalement on ne devrait pas sortir. Donc, et puis tous ceux qui sont rentrés depuis longtemps, qui ont fait des plus-values, se disent voilà. Donc il y a un peu ont intérêt eux-mêmes à prendre des bénéfices et à sortir. On pourrait avoir un embouteillage de vendeurs, quoi. Oui, c'est-à-dire si j'avais alerté à mettre en avant un risque, c'est plus celui-là, voilà, mais qui est pour moi déconnecté des fondamentaux économiques, mais peut avoir un impact sensible si en effet les bourses continuent à baisser. Donc le message, c'est ok, il existe des risques, vous venez d'en citer un qui est pour vous le plus important. Il faut conserver donc une perspective de moyen long terme, se raccrocher aux fondamentaux boursiers finalement, et des marchés financiers. On a un horizon de temps long. Tout à fait. Si vous avez un horizon à moyen terme, pas de problématique d'investissement. À court terme... mais peut-être qu'il faut investir progressivement. Ça aussi, c'est une règle. C'est la règle. Une règle, mais qu'il faut respecter scrupuleusement dans les circonstances actuelles parce qu'on pourrait avoir des points plus bas. Exactement. Camille, merci. Merci Vincent.